Je souligne d'abord en passant que je ne commenterai pas beaucoup une décision de justice, parce qu'en tant qu'avocat, notre déontologie nous l'interdit, mais je parlerai néanmoins du contexte de l'affaire, et comme nous défendons une cliente, je pense que le droit n'interdit pas l'avocat de parler au nom de sa cliente sur la place publique pour défendre ses droits. Donc, moyennant cette précision, je réponds à votre question. Effectivement, vous faites bien de poser la question. Je dirais même que votre question est une réponse déjà à elle-même. Vous avez des salariés qui, dans le contexte de l'emploi difficile en RDC, notamment à Kinshasa, sont dans une banque comme travailleurs, comme employés, mais qui sont approchés par des préposés au culte officiel, non officiel, des deux ONG dont la mission, disent-elles, est de dénoncer les faits de corruption, de blanchiment d'argent dans l'intérêt général, mais qui les proposent d'obtenir des informations d'Afriland Bank par des méthodes de corruption, des méthodes dolosives. Et je pense que mon estimé confrère qui m'a précédé, Eric Mouté, l'a dit, Afriland a choisi de se défendre devant les juges. Et si même elle vient sur le média, c'est en réaction à des coups qu'elle reçoit de mauvaise foi de la part des personnes qui s'acharnent contre elle. Et donc, ces personnes qui ont été notifiées régulièrement, qui ne se sont pas présentées, nous imaginons peut-être parce qu'elles avaient la main sur la conscience en estimant que les faits qui leur étaient reprochés étaient suffisamment graves, c'est possible, mais qu'en même temps, les publicateurs du rapport du 2 juillet 2020, dont Paplaf et Global Witness, ont engagé un avocat qui a répondu aux procédures que ne connaissait pas ces personnes, mais ces personnes ont été condamnées. Pour vol, violation de secret professionnel et association de malfaiteurs. La peine est la plus élevée, c'est le principe de la légalité des délais de peine. Le juge ne peut pas donner pour des comportements précis des peines qui ne sont pas prévues dans le code procédural et le code pénal congolais. Donc le juge l'a fait à ce niveau-là. Alors, l'un des clients de la banque a été également, on estime, sur la base des rapports qui sortent bon an, mal an contre la banque, qui blanchit l'argent, a été également sanctionné par le Trésor américain. Mais récemment, le Trésor américain a levé toutes les sanctions contre cet individu. Ça devient une guerre de réputation. Ça veut dire que si Global Witness, Paplaf, accuse un tel client de la banque de blanchiment d'argent et que ce monsieur accusé est sanctionné par le Trésor américain qui, après avoir enquêté, qui trouve que les faits ne sont pas avérés, lève ces mesures, c'est la crédibilité de Paplaf et de Global Witness qui sont dans la rue. Alors c'est ça l'enjeu. Alors, on passe à la vitesse supérieure. En publiant d'abord, on trouve qu'il y a des critiques. On imagine qu'en ayant lu les critiques par le conseil d'Afriland Bank, Maître Vital Luanga et son cabinet, Maître Monté à Paris au parquet, ils ont pris le temps de s'imprégner de la ligne de défense, des arguments que nous avons articulés en défense des intérêts d'Afriland Bank. Et c'est un revers que le Trésor américain lève les sanctions contre des clients de la banque qu'ils ont, sur lesquels ils se sont arc-boutés l'essentiel de leurs accusations. Et il faudra donc contre-attaquer. C'est comme ça qu'ils reviennent en disant qu'ils ont de nouvelles informations et ils veulent contre-attaquer. C'est par la même chose qu'ils sont condamnés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas en interne à la banque quelqu'un qui peut leur livrer ces informations-là. Pour nous, sauf preuve contraire, nous sommes en face d'une situation des deux ONG, en désespoir de cause. Elles voient leur réputation aller à volo bientôt et elles reprennent du poids de la bête pour tenter de dire, écoutez, nous avons une vraie élévation, c'est pour se donner une contenance sur la scène internationale. Je réponds en deux volets. Il y a le premier volet, est-ce que ce n'est pas nécessité néanmoins d'avoir des lanceurs d'alerte? Et le deuxième volet, le second volet, c'est est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de cadre juridique qui réglemente la question de lanceur d'alerte ne fait-il pas quand même un problème face à la nécessité de lutter contre la corruption?
Il n'existe pas de législation chez nous, de manière stricte, qui parle des lanceurs d'alerte. Nous subissons un peu une certaine philosophie ou un avant-gardiste de l'Occident, nos amis, qui chez eux sont évolués par rapport aux notions de lanceurs d'alerte. Et les messieurs qui travaillent dans les banques, quand on lui parle de lanceurs d'alerte, ils pensent que ça existe dans notre législation. Ça n'existe pas encore sous cette forme-là. Il y a, si je ne me trompe pas, sous réserve de vérification, une notion d'avertisseur. Mais dans ces cas-là, vous trouvez des anomalies, vous devez les dénoncer à votre supérieur. Si ça ne passe pas, vous les dénoncez à la Banque centrale. Il y a une loi qui fait de la Banque centrale l'autorité administrative de contrôle et de gestion du fonctionnement des établissements bancaires ou affiliés. C'est cela qu'il faut dénoncer. Si vous avez dénoncé et que vous avez trouvé que la Banque centrale n'a pas réagi, à ce moment-là, on pourrait comprendre que même faute d'un cadre légal, que vous puissiez penser devoir porter l'information sur la place publique en interne ou en international. Mais mon esti confrère l'a souligné tout à l'heure, il n'existe rien de tel de la part de ces personnes. Les gens vous approchent, on vous dit, écoutez, vous êtes lanceur d'alerte, dites-nous comment se gèrent les informations, le compte d'un tel dans votre banque. Directement, ça tombe sous le coup de la loi. C'est inciter des personnes à la violation des secrets professionnels ou des secrets bancaires. C'est même attenter à la vie privée des gens. La vie privée est protégée. Donc là, il y a un problème. Et donc, si l'on veut dire qu'on veut lutter contre la corruption, ce n'est pas en débauchant des employés par des méthodes de corruption. Ça pose justement un problème. Alors, toute la question devient de dire, est-ce que pour que la RDC lutte contre la corruption, ça passe forcément, essentiellement, par ce type de méthodes? Nous ne pensons pas. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'autres méthodes, par la voie du parquet, il y a la Cour de compte, il y a la commission de lutte contre la corruption créée par le président de la République, et il y a d'autres méthodes qui peuvent efficacement aider à lutter contre la corruption. Mais ces méthodes dont il est question, ce sont des méthodes de débauchage, de manipulation, et au bout du compte, des méthodes qui montrent qu'on peut même se demander si ces ONG ne sont pas financées par quelqu'un pour en vouloir à la First Bank. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans la globalisation, le monde est devenu comme un village planétaire et il y a de gros intérêts financiers sur la place internationale. Quelqu'un peut en vouloir à la First Bank et décide de la saisir par Affluent Bank RDC. Alors à ce moment-là, on va financer des ONG pour crier à la place publique. C'est possible. Je n'affirme pas, mais je dis que c'est bien possible. On ne sait toujours pas qui le fait. On engage des organes de presse connus avec une certaine réputation sur le plan international. On débauche tel là-bas, comme ça. Au bout du compte, quelqu'un cherche, c'est de faire passer Affluent First Bank comme une banque qui favorise la corruption et le blanchiment d'argent et aboutir à ce qu'elle soit sanctionnée. Donc il est possible que cela se réponde de ces méthodes-là.